l'émission scientifique de Toxin, Alexandre Pugnage d'Aproval. Chers amis auditeurs de Toxin, bonjour et bienvenue à l'écoute de votre nouvelle émission de curiosité scientifique sur Toxin Plus. Je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner, à aimer, à partager, à commenter, c'est très important pour nous. Et aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir le professeur Didier Raoult. Bonjour, monsieur le professeur. Bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Toxin, sur cette émission de curiosité, je vais y arriver, scientifique. Alors, on ne vous présente plus, vous êtes maintenant bien connu des Français, mais surtout des auditeurs de Toxin. Je rappelle tout de même que vous êtes professeur de médecine, infectiologue, microbiologiste, auteur de très nombreux ouvrages. Le dernier en date, si je ne m'abuse, mais vous allez me corriger, c'est les Cold Case de l'histoire, coécrit avec Michel Drancourt chez Michel Lafon, que je vais montrer là. Je ne sais pas si les auditeurs pourront le voir. Ils iront le consulter de toute façon dans la notice de cette vidéo, qui est une sorte d'histoire de vos découvertes sur les différents virus, l'histoire de la peste à Marseille, etc. C'est absolument passionnant. C'est une série de découvertes et d'histoires. Mais celui qui va nous intéresser particulièrement aujourd'hui, eh bien, c'est l'avant-dernier, si je ne m'amuse, Homo Chaoticus, sous-titré Révolution dès l'évolution, toujours chez Michel Lafon, pardon. Alors, monsieur le professeur, pourquoi avoir écrit ce livre Homo Chaoticus sur l'évolution? Parce que c'est un vaste sujet. On a déjà eu quelques émissions ici sur Toxin Plus sur ce sujet de l'évolution, mais enfin, c'est un peu un pavé dans la mare. On a l'impression qu'il y a une sorte de doctrine établie aujourd'hui, c'est la théorie de l'évolution de Darwin qu'on a tous appris ou cru apprendre. C'est peut-être une nuance que vous pourrez faire à l'école. On a l'impression de savoir comment l'évolution de la vie et en particulier de l'homme et des animaux s'est faite. Et vous attaquez à ce mythe. D'ailleurs, vous employez ce terme de mythe. Pourquoi employer, peut-être pour commencer, ce terme de mythe dans cette théorie? Parce que ça repose sur aucune science, hein. Ça repose sur des hypothèses et des hypothèses d'une manière assez intéressante, qui sont les malices de l'histoire, si vous voulez, sur des hypothèses en réalité qui sont cohérentes avec l'hypothèse majeure de notre civilisation, qui est la Bible, la Genèse, si vous voulez, et la création. De manière très étrange d'ailleurs, en réalité, la vision de Darwin est extraordinairement cohérente avec cela. Elle a permis d'ailleurs des intégrations de la théorie darwinienne dans la religion, hein, ce qui était le cas de ce qu'a fait Teilhard de Chardin, ou ce qu'ont fait ultérieurement les gens de l'intelligent design. On dit finalement, Dieu a voulu que les choses deviennent comme ça, et elles ont évolué selon une volonté de Dieu qui nous est incompréhensible. Donc, c'est pas inintéressant, mais c'est un mythe. Ça repose pas sur des données scientifiques qu'il n'avait pas d'ailleurs. Et donc, dans la discussion de l'époque, il faut remettre d'ailleurs les choses en perspective pour comprendre le, le problème majeur qui s'est posé à partir je suis désolé, il faut remonter toujours. Il faut remonter à Aristote. Aristote, pour moi, est le plus grand des imbéciles, si vous voulez, mais c'est un imbécile qui fait une synthèse de l'époque. Et donc, Aristote pense que rien ne s'est créé. Tout a été créé dès le départ, et il nie même l'idée de l'évolution. Donc, les choses sont comme elles sont parce qu'elles doivent être comme ça. D'accord? Ce qui est une vision qui va séparer l'école de pensée de l'Attique, d'Athènes, et puis ensuite d'Aristote, de celle de la pensée grecque de la Thrace et de l'Asie, qui, elle, au contraire, voit tout dans le mouvement, etc. Et on aura l'écho de la connaissance de la philosophie qui a presque entièrement disparu, parce qu'elle n'était pas acceptable avec l'évolution du monothéisme, si vous voulez, qui est de Démocrite, Héraclite. On retrouve ça pratiquement dans Lucrèce, point final, qui est un des apôtres d'Épicure. Mais pour lui, si vous lisez Lucrèce maintenant, vous voyez qu'il était en avance sur tous les scientifiques du XVIIIe siècle. Hein. C'est incroyable. Il dit simplement ce qui survit, c'est ce qui est capable de se multiplier dans l'endroit où il est.
C'est ça, c'est ça sa conclusion. Donc c'est très intéressant. Tout ça va être bouleversé par la découverte des fossiles. Et quand on va découvrir les fossiles, deux opinions majeures vont se faire, surtout en France, hein, parce que le débat va commencer en France quand même. Hein. En France, c'est la pensée de Cuvier qui dit tout ça, ça témoigne d'animaux qui ont disparu du fait de catastrophes successives. Et lui, il estime qu'il y a eu 6 ou 7 catastrophes. Et on est assez près de penser maintenant. Il faudrait revenir à la pensée de Cuvier, un grand scientifique, parce que c'est ce qu'on voit dans les extinctions massives de population, et on vit la 6 ou 7e, là, maintenant on sait, hein, c'est des connaissances que l'on a, eh bien, ça traduit les changements liés au chaos. Il y a des chaos avec une destruction majeure, 99% d'une population disparaît, et puis ça repart. Et ça, bien entendu, ça veut dire qu'il n'y a rien de sélectionné là-dedans. Ce qui reste, c'est au hasard, voire rien du tout. Et puis l'autre option qui est, en réalité, ces fossiles sont nos ancêtres. Ce qui n'a pas de sens. C'est-à-dire, il n'y a pas de descendants des dinosaures. C'est idiot. Il n'y a aucun descendant des dinosaures. C'est une connerie. C'est pas vrai. Et à un moment, moi, encore une fois, j'ai eu des cours sur l'évolution. On me disait, non, mais vous savez, les oiseaux, c'est le descendant des dinosaures. Oui, Non, il y a un passage dans votre livre comme ça où vous dites les oiseaux ne sont pas les héritiers des dinosaures. Donc vous mettez un coup à tous ceux qui, comme moi, ont grandi avec Jurassic Park. Et donc on a cru très longtemps que les poulets, par exemple, étaient des descendants des dinosaures. Et vous dites en fait pas du tout. mais non, non, ça n'a rien à voir. Non, non, c'est idiot. Et de la même manière qu'il n'y a pas l'idée, si vous voulez, pour essayer de vous expliquer jusqu'à quel point c'est une vision mythique, l'idée de. Vous voyez, quand on parlait de Lucie en disant c'est l'Ève, vous voyez, c'est l'Ève des humains. On voit bien que tout ça, les gens n'arrivent pas à se détacher de notre culture, ce qui est normal. La science n'est pas différente de la culture, si vous voulez. Mais quand vous parlez d'une Ève humaine qui est née en Afrique, c'est que vous croyez en Adam et Ève. C'est comme ça. L'idée du dernier ancêtre commun, qui est quelque chose qui a fait beaucoup de trucs, c'est une idée qui est aussi une idée qui est basée sur l'idée de la Genèse et qui est basée sur le fait qui est, là c'est ce que j'essaie d'expliquer dans ce livre, ce que je crois être la plus grande révolution conceptuelle, en réalité, c'est tout ça, ça part de l'idée qu'en réalité, et c'est commun avec la pensée de Teilhard de Chardin ou de l'intelligent design, c'est que les choses ont changé, si vous voulez, mais il n'y a pas eu de créativité. Vous voyez, il ne s'est pas créé quelque chose de nouveau. D'accord. Et moi, je pense l'inverse. Je pense qu'en réalité. Non, c'est pas que je pense, je sais l'inverse. Je sais que c'est pas vrai. Je sais, j'en donne quelques exemples. Vous voyez, un exemple qui, moi, me paraît très, très intéressant, c'est celui des mammifères placentaires. Vous savez, on sait que dans les mammifères, il y a des mammifères qui ont un placenta et d'autres qui n'ont pas de placenta. On ne voit pas pourquoi ceux qui n'ont pas de placenta seraient plus bêtes que ceux qui ont un placenta, mais manifestement, ça a été une épidémie qui a une localisation géographique, qui n'a pas atteint l'Océanie. Et donc, on sait très bien que c'est une épidémie, on sait que c'est un rétrovirus proche du virus du sida, et que les mammifères qui ont été infectés par ce virus, qui n'a rien à voir ni avec l'adaptation, ni avec une épidémie, eh bien, ils sont capables maintenant de faire du placenta grâce à la capacité de fusion des rétrovirus qu'on connaît bien dans le virus du sida. Donc, il y a un autre virus qui a été analysé plus récemment, qui est l'ancêtre de la myéline, c'est-à-dire qui nous permet d'avoir des nerfs relativement fins plutôt que d'énormes choses, parce que ça protège les nerfs, ça fait des tuyaux qui protègent les nerfs. Et maintenant, non seulement ça, mais on sait que votre génome, le mien aussi, je vous rassure, est en 99% de notre génome n'est pas du tout fait de gènes qui puissent être sélectionnés, c'est-à-dire qu'il y ait une activité traduite. 99% des génomes, c'est des séquences qui ne codent pas et qui sont des séquences parasites qui se sont multipliées à un niveau extraordinaire. Il y en a une qui s'appelle l'ALU1, vous en avez 1 million de copies qui représentent 10% de vos gènes, de votre génome. Les gènes, c'est 1% de notre génome, c'est ridicule. Et il n'y a aucune loi qui permette de faire un lien entre le nombre de gènes, le degré de complexité, c'est ce qu'on croyait depuis qu'on fait de la séquence, bien entendu, on a ouvert un autre monde. Donc on savait depuis que les trucs de Darwin n'étaient pas vrais. On savait, depuis vous avez appris, mais c'était des paradoxes qui étaient sous votre nez, mais que personne ne voit les paradoxes pendant très longtemps. Mais depuis qu'on sait qu'il y a des mitochondries, par exemple, c'est-à-dire que nos cellules respirent du fait qu'il y a des bactéries
des descendants de bactéries qui sont installés là et qui permettent d'utiliser l'oxygène. Bien, donc, on sait déjà qu'on est des mixtures de quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est, qu'on appelle les proto-eucaryotes, avec une bactérie qui nous permet de respirer. Et quand il y a eu de l'oxygène sur la Terre, ça permet de se développer. On n'a pas la moindre idée de à quoi ça ressemblait l'ancêtre d'un des deux. Maintenant, si on essaie, avec ce que nous savons maintenant, si je vous détaille de quoi vous êtes fait, d'abord, vous n'avez pas deux cellules qui ont le même génome exactement, parce que comme les séquences, à chaque fois qu'on fait des séquences, il y a des erreurs, eh bien, chacune de vos cellules est différente de la voisine. Il faut savoir que ça mute. Ça. C'est une chose qui est très importante à redire, parce que c'est un débat que j'ai eu avec le ministre Véran, qui est un grand scientifique, qui m'expliquait que les virus ne mutaient pas. Alors, il faut lui dire que même les cellules humaines mutent tout le temps. À chaque fois que vous dupliquez quelque chose, vous faites des erreurs. Et donc, pardon, excusez-moi, professeur, c'est l'un des axes très importants de votre livre, c'est votre connaissance des tout petits organismes. Hein. Vous êtes microbiologiste, notamment des virus. Hein, et c'est l'un des axes que vous avez dans votre livre. Vous expliquez d'ailleurs qu'il y a une sorte de dialogue de l'information. Vous allez m'arrêter, me corriger si je dis des énormités. Mais on pensait à l'origine que c'était l'ADN qui codait, que l'information allait d'un sens unique vers les cellules, et vous expliquez que non, en fait, il y a bien un dialogue, que l'information peut remonter en quelque sorte à l'ADN depuis l'ARN, et ce qui explique notamment, enfin, ce qui se voit en étudiant les virus. Oui, 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 et puis ça se voit, c'est un point sur lequel je continue à travailler sur ce domaine, qui est mon domaine de recherche fondamentale, c'est l'évolution génétique, hein, bien sûr. Et donc, si vous voulez, la plupart des gens qui s'intéressent à l'origine de la vie, hein, pensent, c'est ce que j'explique, hein, dans ce livre, pensent que tout a commencé par l'ARN, parce que l'ARN, c'est très... L'ARN est autocatalytique, elle est capable de s'auto-reproduire sans avoir de machinerie autour d'elle. Est-ce que, pardon, excusez-moi, très brièvement, vous pouvez nous expliquer, mais rapidement et simplement, le distinguo entre ARN et ADN? La différence entre l'ARN et l'ADN, c'est qu'il y a une base qui est différente, qui est la thymidine d'un côté et l'uridine de l'autre, une base nucléique, si vous voulez. Et quand vous dupliquez de l'ARN, vous faites 100 fois plus d'erreurs que quand vous dupliquez de l'ADN. D'accord? Et donc, la créativité initiale, et par ailleurs, l'ARN, ça a été découvert il y a assez longtemps, est assez souvent associé à ce qu'on appelle un ribozyme, c'est-à-dire une enzyme qui lui permet de se reproduire. Donc, ça peut fonctionner de manière autonome, l'ARN. D'accord? Et donc, ce qui explique que les gens qui... mais d'autre part, cet ARN est très fragile parce qu'il fait beaucoup d'erreurs. Et en particulier, quand il est sur un seul brin, sur une seule ficelle, si vous voulez, il est très vite détruit. Parce que tout ce qui est autour, c'est extrêmement fragile. Donc la première forme, donc l'ARN, les acides nucléiques, c'est devenu le langage du vivant. D'accord? Et le langage du vivant, après, il y en a quelques-uns qui pensent que les protéines étaient avant, mais c'est un autre débat, c'est encore plus compliqué. Donc l'ARN, c'est le premier langage. Les acides nucléiques, c'est le langage du vivant. C'est comme les codes informatiques. Mais ce langage du vivant, au début, était extrêmement créatif. Donc, c'est ce qu'on pense maintenant. Il est toujours extrêmement créatif. C'est-à-dire, l'ARN, c'est toujours créatif et ça continue. Mais comme c'est très, très fragile, ce qui reste de l'ARN, c'est déjà l'ARN double brin. C'est-à-dire l'ARN qui est collé à son antiparallèle, si vous voulez, et qui, comme ça, est plus robuste et moins facile à détruire. D'accord? Donc, cet ARN, qui est le père de toute la variabilité et qui continue maintenant à être le père de la variabilité, d'accord? C'est pour ça que Véran avait tort de ne pas savoir que l'ARN mutait, vous voyez, à un moment a été stabilisé par la découverte, je ne sais pas comment, de l'ADN qui est beaucoup plus robuste. Et c'est la double hélice de Watson et Crick. Ça, c'est beaucoup plus robuste et ça se transmet d'une manière beaucoup plus solide. Donc, la première étape, c'est la créativité. Et la deuxième étape, c'est la stabilisation par l'ADN. C'est clair, ça? Oui, mais alors, ce que je voudrais comprendre, donc vous parlez de l'ARN, donc qui est le langage du vivant. Donc on est d'accord que ce vivant est une sorte, je vais parler par image, mais relativement simple, partage une sorte d'alphabet assez restreint.
qui est partagé en fait par tout le vivant. On est bien d'accord que ça soit un microbe, que ça soit un végétal, un animal, nous-mêmes, une mouche, une méduse, comme je le disais, un microbe ou un virus, tout le vivant partage ce point commun. On a tous, Cet alphabet à les quatre vivants lettres. partagent ça. Voilà. C'est un alphabet à 4 lettres, sauf que il y a une des lettres qui est différente entre l'ARN et l'ARN. Mais donc, on peut dire, sans se tromper, que l'un des marqueurs du vivant pour distinguer quelque chose qui est vivant ou qui vient du vivant, qui est mort aujourd'hui, mais qui était vivant avant, c'est qu'il y a de l'ARN ou de l'ADN dans cette particule, enfin, Bien sûr. dans ce corps, quoi. Et c'est ce que vous dites est très important. C'est très très important parce que si on ne commence pas par ça, on ne peut rien comprendre. C'est que puisqu'ils utilisent le même langage, eh bien, ils n'ont pas cessé de se mélanger. Et ils continuent à se mélanger. Parce que c'est très simple puisqu'ils parlent le même langage. Et ça, alors, est-ce qu'on a une idée de d'où vient cet alphabet et de comment il est apparu? J'imagine qu'il y a des thèses, des hypothèses. Est-ce qu'on a quelques idées un peu plus élaborées que de simples hypothèses sur d'où ça apparaît, ça? Il y a eu des expériences, si vous voulez, qui ont permis de retrouver de l'ARN initial en mettant tous les composants chimiques, si vous voulez, en faisant chauffer ça. Et on regarde par hasard dans toutes les molécules qui sont créées à partir de ça. Par hasard, on peut trouver des molécules qui sont des molécules des bases de l'ARN, des ribosymes d'ARN. Donc, la preuve de concept que c'est possible que ça se crée par hasard sur des milliers d'années ou des millions d'années est quelque chose qui existe. Il y a des expériences de cette nature qui ont été faites qui fait que ce que je vous dis, je ne sais pas que j'aime le consensus, hein, vous avez remarqué, mais enfin, il y a une espèce de consensus sur l'origine de la vie, c'est que tout ça a commencé par de l'ARN, et encore, c'est remis en cause ça, par des gens qui disent non, c'est les protéines qui étaient avant l'ARN. Enfin, peu importe. On pense que c'est ça, donc il y a un langage qui est véhiculé par ça, et ce langage, eh bien, il est traduit, c'est vraiment le cas, il est traduit en acides aminés, et ces acides aminés, là aussi, c'est un langage relativement limité. Ce qui est utilisé par la plupart des vivants est relativement limité, c'est pour faire des protéines, on a 20 mots, 20 lettres qui permettent, comme le langage français, 26 lettres, et bien là, il y a 20 lettres qui permettent de faire à peu près toutes les protéines que, que nous connaissons, ce que nous appelons les protéines. Et alors, vous venez d'introduire là, comment dire, un paramètre qui semble essentiel dans cette équation là, de l'émergence du vivant. Vous dites, voilà, si on a ces conditions et qu'on a suffisamment de temps, il est possible de voir apparaître voilà, ce début de vie, ce langage universel que tous les êtres vivants partagent. Vous introduisez là le temps. On sent en lisant votre livre que c'est quelque chose d'essentiel qui on a l'impression qu'il peut changer de qualité. Je mets avec des guillemets autour de ce mot, avec le temps. D'ailleurs, vous ouvrez, peut-être y a-t-il un lien, vous allez me dire si je me trompe, votre livre par une dédicace, vous dites au mien, présent, passé et à venir. Donc il y a déjà ce lien entre ceux d'avant, ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Il y a ce pont entre hier et demain, ce saut à travers le temps. On a l'impression que c'est central dans votre livre, cette question du paramètre temps. Oui, oui, c'est-à-dire que, encore une fois, bien sûr, enfin, c'est un mystère pour personne de savoir que je suis passionné par l'histoire. Vous parliez de mon dernier livre, qui est un des témoins, si vous voulez, de comment on peut se réattaquer à l'histoire avec de la science hyper moderne. Ça aussi, ça m'a fait toute une série d'ennuis parce que à chaque fois qu'on commence un champ, si vous voulez, il faut savoir qu'on est persécuté parce qu'il y a tous ceux qui l'ont pas trouvé qui sont jaloux, ceux qui n'y croient pas, et puis ceux qui sont contents de trouver l'occasion de dire du mal de vous. Donc à chaque fois qu'on a, comme j'ai inventé, je sais pas, 7 ou 8 champs scientifique dans ma vie, à chaque fois, j'ai remarqué que c'était important du fait de la violence d'écriture
critique, si vous voulez. S'il écrit, et j'ai enseigné ça. Si personne ne dit du mal de ton travail, c'est que ça n'est pas important. Tu vois, s'il est ignoré, c'est que c'est pas important. Si les gens te crachent dessus, puis ils te crachent dessus. Et 5 ans après, ils oublieront complètement qu'ils ont craché dessus, qu'ils ont dit partout que c'était pas vrai. Donc c'est la base de la découverte scientifique, pas de la recherche, de la découverte scientifique. La découverte scientifique énerve les gens à un point absolument extraordinaire. Voilà. C'est comme ça, c'est la nature des humains. Surtout quand en plus vous trouvez des choses dont, en réfléchissant, vous voyez bien que ça va de soi. Je vais vous donner un des exemples. Une des choses qui est très irritante chez Darwin, et chez les gens qui ont fait de l'évolution à petite semaine, en réalité, de l'évolution d'observation, en particulier les paléontologues, qui ont été parmi les plus ridicules de tous. Avec un vieil os, à chaque fois qu'ils avaient un os, ils faisaient une théorie. Donc, de tout ça et de l'idée darwinienne, il faut remettre Darwin en perspective. Darwin, c'est un Anglais de l'époque triomphe de l'Empire anglais, qui explique que si les Anglais en sont là, finalement, c'est parce qu'ils le méritent et parce que c'est les meilleurs. Donc c'est aussi simple que ça. Et donc ça explique et ça donne une perspective qui est l'arbre de vie, là aussi, c'est tiré de la Bible, hein, avec des espèces qui s'éloignent les unes les autres et qui ne se remélangent jamais. Et ce qui est complètement délirant. Il a même, quand on lit son deuxième livre, La descendance de l'humanité, il se pose même la question de savoir si les métis vont être fertiles comme les mulets ou pas. Oui, c'est passionnant. Il y a un petit passage dans votre livre où vous dites, j'ignorais complètement, on apprend énormément de choses. Vous dites le terme de mulâtre, ça vient du terme de mulet, donc qui vient de la reproduction de l'âne et du cheval et qui donne des descendants inféconds, Terrible, terribles. oui, terrible. Donc, il faut voir quand même jusqu'où on est allé à penser. Donc, on était sur une branche tellement isolée, et donc ça a emmené toute une génération de paléontologues. Et comme vous savez, je me gêne pas. Une fois, je raconte souvent cette anecdote parce que je me fiche de moi. J'étais invité par TV5, je risque plus de l'être invité sur une émission scientifique, si vous voulez. Et puis, il y avait un premier trip qui parlait, qui était un paléontologue célèbre, qui s'appelait Pic, qui s'appelle Pic, je ne sais pas s'il est mort ou pas, qui était au Collège de France et qui jasait sur l'évolution de l'homme en disant voilà, Sapiens était plus intelligent, c'est pour ça que Néandertal a disparu, c'est parce qu'il en savait plus. Ce qui est un roman, c'est un mythe. En réalité, on sait que vous, moi, tous les Indo-Européens ont entre 2 et 5% de Néandertal, donc il n'a pas du tout disparu. La couleur de votre peau, la couleur de vos yeux, s'ils sont clairs, un certain nombre de maladies sont des maladies qui sont originaires. Donc tout ça, c'est mélangé. Et donc, cette vision, qui est une vision, encore une fois, de Rule Britannia, hein, des peaux très claires, Alors, on pouvait pas avoir cette vision en habitant à Marseille. Oui. Marseille, c'est un lieu dans lequel tout le monde se mélange tout le temps. Et donc, si vous voulez avoir des métis, simplement, il faut que les hommes rencontrent les femmes de races différentes. Et vous avez des métis, c'est comme ça. S'ils ne se rencontrent pas, donc, eh bien, ils pensent que c'est des espèces différentes. Et donc, c'était toute la question qu'avait Darwin. Est-ce que c'est des espèces ou des sous-espèces différentes? Jusqu'au moment où on a vu qu'ils faisaient des enfants ensemble et que ces enfants étaient fertiles. Vous voyez, donc, c'est cette vision-là qui a été véhiculée. Moi, je crois, vous pouvez regarder dans la fausse science. Hein, Wikipédia, c'est un sommet de la fausse science. Vous pouvez regarder dans Wikipédia, Homo sapiens et Néandertalis, ils vous disent que c'est deux sous-espèces. Ils vous parlent de la disparition de Néandertal, ce qui est complètement délirant. C'est pas vrai. Et on sait ça depuis 20 ans. C'est pas vrai. Vous voyez. oui, non, Et mais donc, je suis ravi parce que moi je milite pour la réhabilitation de Néandertal. Parce que comme j'ai les arcades sourcilières un peu saillantes, je me dis que je dois avoir un peu de génome de là-bas. Donc, ah, il mais faut. vous en avez sûrement. Vous ne pouvez pas avoir cette couleur sans avoir du Néandertal. Ça n'existe pas. Mais alors, c'est immense comme question, parce que au-delà de la blague, mais qui n'est pas tant une blague que ça, c'est la question même de l'espèce qui est remise en cause. On sait d'ailleurs que Darwin lui-même ne validait pas l'espèce au sens actuel du terme. C'est-à-dire que selon lui, il y avait des individus et non pas des espèces qui évoluaient. Enfin, parce que justement, il y avait quelque chose de fixiste, selon lui, dans la notion d'espèce. C'est-à-dire que ça voulait dire qu'on ne pouvait pas sortir du cadre d'une espèce. Alors, ce que vous dites avec Néandertal et Homo sapiens nous fait penser qu'en réalité, l'espèce, il faudrait avoir une vision un peu plus large de la notion qu'on en a peut-être un peu de manière simpliste. Oui, si vous voulez, comment vous dire, la nature se fout un peu de la manière dont on appelle les choses.
C'est Oui, clair. je reviens à Jurassic Park, la nature trouve toujours son chemin, c'est ça? Non, même pas. Si vous voulez, nos combats sémantiques pour savoir ce qu'on doit nommer, si vous voulez, ça n'est jamais que de la communication entre nous. Ça ne répond jamais à une vérité. C'est de la communication entre nous. Et ce qui est terrible d'ailleurs, c'est parce que cette communication, elle est culturelle. Donc, bien entendu, ça n'a pas le même sens dans un domaine, dans un autre domaine, et ça n'a pas de sens dans une culture et dans une autre culture. Donc, encore une fois, les mots ne traduisent qu'une communication entre nous. Donc, moi, je suis d'accord que l'espèce n'a aucun sens du tout. Je m'en fiche complètement des espèces. Et d'ailleurs, si vous voulez, il se trouve que dans une autre partie de mon monde, j'ai beaucoup travaillé sur la culture microbienne que plus personne ne faisait. Et donc, on a identifié à peu près un tiers des microbes, des bactéries qu'on trouve chez l'homme. D'accord? Des espèces bactériennes. Mais ces espèces bactériennes, la qualification d'espèces bactériennes, elle change tous les 10 ans. Donc, en fonction des outils, on est obligé de requalifier les espèces bactériennes, parce qu'on ne sait pas ce que c'est qu'une espèce bactérienne, on n'en sait rien du tout. À partir du moment où vous pouvez avoir des morceaux de séquences d'une bactérie qui passent ce qu'on sait depuis très longtemps dans une autre bactérie, on ne peut pas définir une espèce bactérienne. Mais on est bien obligé de se parler entre nous, donc de nommer les choses. Pour les nommer, eh bien, on qualifie les espèces et puis ensuite les genres, et puis ensuite, depuis l'inné, voilà, on fait ça. Et on ne peut pas échapper à ça parce qu'on est bien obligé de savoir de quoi on parle quand on se parle. Alors, la manière dont on. Un truc, et Karl Popper, qui est un grand épistémologiste, disait ce que je répète très souvent, il ne faut jamais se battre pour un mot. Il ne faut pas se battre pour un mot. Ça n'a pas d'importance. On y reviendra dans un instant, si vous voulez bien, à Popper, parce que enfin, vous en parlez beaucoup de Popper dans votre ouvrage, et il y a des éléments décisifs sur la notion de théorie scientifique. Je voudrais, avant ça, qu'on revienne, c'est aussi quelque chose de central dans votre livre, sur cette question culturelle. Vous dites, enfin, je vous cite dans votre ouvrage, les théories ne servent qu'à habiller la connaissance du moment. Un petit peu après, vous dites, la théorie darwinienne n'est admissible qu'à l'intérieur d'un monde culturel ayant une conception progressiste du monde. Donc on comprend bien que ce que vous nous dites, c'est-à-dire que notamment la théorie darwinienne, mais pas que celle-là, n'existe que dans un moment donné, dans une culture donnée, et pour justifier une culture donnée. Vous disiez il y a quelques instants, on ne peut pas comprendre la théorie darwinienne si on ne comprend pas que c'est l'Angleterre impériale du 19e siècle et qui est sûre de son fait historique. Mais après, on peut voir aussi toutes les théories qui ont repris, les théories politiques, hein, qui ont repris la théorie darwinienne. On pense au libéralisme, tout simplement, mais on pense aussi même au matérialisme historique, au socialisme scientifique, hein, marxiste, qui a repris aussi cette théorie, mais même jusqu'au nazisme, hein, a repris la théorie darwinienne, mais surtout dans son aspect, c'est cet aspect-là que vous remettez le plus en cause, de sélection naturelle. C'est-à-dire que les espèces évoluent par sélection, et donc elles obtiennent une sorte de droit à exister par ce phénomène de sélection. Et c'est là-dedans que vous mettez un grand coup de pied. Ah oui, bien sûr, parce que là aussi, c'est un fantasme. Si vous voulez, c'est en réalité, c'est une chose qui est compliquée. C'est pour ça que vous aviez raison de parler de l'échelle du temps. Dans l'échelle du temps, si vous voulez, si vous jugez les choses sur ce qui est très, ce qui a vous remarquez que de temps en temps, ça crée des problèmes avec le monde des journalistes ou le monde des politiques, parce que mon échelle de temps n'est pas du tout la même. Et moi, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui fait le buzz ou ce qui veut, je m'en fiche complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de trouver jusqu'où ça va et où est-ce que ça peut aller. Donc, les phénomènes, si vous voulez, de, 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 euh, de perpétuation d'un certain nombre d'espèces, si vous voulez, est quelque chose qui est un phénomène dont on sait de plus en plus qu'il est entièrement chaotique. C'est chaotique, c'est étrange, on ne sait pas pourquoi, mais de la même manière, je répète souvent cet exemple, qui est un exemple qui avait bien été analysé par un très bon évolutionniste qui s'appelle Gould, qui est celui des équidés, de la famille des chevaux. Donc, ces équidés se sont développés en Amérique, en réalité. Donc, il y avait, je ne sais pas, 8 ou 10 branches parmi ces équidés. Se sont développés, ils sont venus dans le monde euh, euro-asiatique, et il y a deux espèces qui sont venues là, qui sont mixables d'ailleurs, on ne sait pas si des exemples, mais enfin les zèbres et les chevaux. Et en Amérique,
tous les équidés ont disparu. C'est pas qu'ils ne pouvaient pas vivre en Amérique, parce que quand les Espagnols sont venus, avec une dizaine de chevaux, ils ont repeuplé entièrement l'Amérique de chevaux. Et vous, si vous avez vos souvenirs d'école, vous voyez les Indiens, les cow-boys sur les chevaux, mais ça, c'est des chevaux espagnols. Ils sont tous venus avec une dizaine de chevaux espagnols, sont multipliés à une vitesse phénoménale. Donc, les chevaux n'ont pas été éliminés par la sélection naturelle. C'est les rois là-bas. Donc, c'est pas vrai. Il s'est passé une catastrophe il y a à peu près 10 000 ans qui a détruit tous les équidés en Amérique. Et chez l'homme, on sait que c'est la même chose. Il y a des travaux récents qui montrent que pendant à peu près 100 000 ans, la population humaine a été détruite à 99% et elle a mis 100 000 ans avant de recommencer à se reproduire. Donc, c'est des phénomènes chaotiques qui sont dus, je sais pas, à des changements de climat, à des épidémies, vous voyez, à des phénomènes que l'on ne comprend pas toujours, qui sont des phénomènes catastrophiques, et y compris ceux d'une histoire relativement récente, sur lesquels j'appuie beaucoup, sur lesquels je me suis beaucoup intéressé. Je suis allé d'ailleurs dans tous les coins de cette époque-là, de 1500 ans. Il y a 3500 ans, le grand effondrement de toutes les civilisations urbaines. Moi, je crois que toutes les civilisations finissent par disparaître, si vous voulez, les humains comme les autres, et que toutes les espèces sont vouées à disparaître aussi. Et donc, ce réseau de civilisations extraordinaires, dont un des témoins ultimes est la guerre de Troie, c'est probablement à cause de ça. C'était mon premier livre, le livre que j'ai lu le plus de ma vie, c'est l'Iliade et l'Odyssée. Ça traduit en réalité, bien sûr, quelque chose qui s'est passé, qui est la destruction d'un monde qui était un monde urbain qui était incroyablement développé, dans lequel vous aviez l'Égypte, la Crète, Troie, il y avait probablement 10 000 habitants, Mycène, tout ça, les Hittites, le Mitanni, tout ça a disparu en même temps. Et personne n'a une explication simple, on ne sait pas ce que c'est. Est-ce que c'est l'urbanisme? C'est pour ça une vraie question. C'est l'urbanisme avec le développement du tertiaire. Je suis un ennemi forcené des gens qui ne font pas, qui ne produisent rien du tout. Il ne peut pas y avoir plus de 50% de la population qui fait rien. Ouais, c'est pas possible. Qui ne produit rien, ni commerce, ni agriculture, ni ouvrier. À la fin, s'il n'y a plus que des parasites, si vous voulez, le monde disparaît. Et toutes les villes, ça se termine toujours par du parasitisme. C'est panem circenses. À la fin, il faut distraire cette population pour qu'elle ne fasse pas la révolution, et puis on grignote sur ceux qui continuent à travailler. Sauf que ceux qui continuent à travailler, au bout d'un moment, ils veulent garder l'argent. Donc, et ce qu'ils ont produit. Et donc, je pense que ces civilisations urbaines amènent à ça. Mais cet effondrement, si vous voulez, de toutes les civilisations méditerranéennes, à un moment donné, avec une vraie disparition, ce n'est pas une évolution, il y a des langues qui ont disparu entièrement. Il y en a qu'on n'arrive même pas à traduire maintenant avec nos outils. Donc, c'est des effondrements qui sont considérables. On n'arrive pas à expliquer ça, sauf que c'est comme le reste, ça s'écroule. Et parfois, il suffit d'un tout petit quelque chose. Regardez sur ce qu'on connaît, nous, de l'histoire, les civilisations en Amérique. La civilisation aztèque, attendez, le Mexico, c'est probablement la plus grande ville du monde. D'accord. Et c'est une bande de voyous, ils étaient 400. Si vous lisez les mémoires de Diaz, enfin, c'est extraordinaire, ils ont pris ça à 400 bonhommes. C'est extraordinaire. Enfin, l'Empire Inca, c'était un truc gigantesque. La bande de Pizarre, il devait être 200 ou 300 pour faire tomber ça. Donc, vous voyez, cette fragilité de ces immenses civilisations est quelque chose qui est inouï. Vous voyez, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui se passe. Mais en tout cas, elles perdent la capacité même à se défendre. Ce qui est une chose très, très extra. Après, on peut toujours faire les violences, un peu les maladies, un peu ceci, mais enfin, même malgré les maladies, à 1 million contre 1, quand même, on doit pouvoir gagner. Quand même. Vous voyez, c'est ce qui est pas nouveau, parce que on raconte ça pour les Espagnols parce qu'on ne veut pas voir la réalité. Il suffit de regarder la réalité. Vous avez vu Gengis Khan avec combien de bonhommes il a pris la moitié du monde. Et Tamerlan, ce qu'il a fait, Tamerlan, on estime qu'il a tué 17% de la population mondiale. Vous vous rendez compte ce que c'est? C'est une bande de nomades. Là. Vous vous rendez compte ce que c'est? Donc, ces phénomènes chaotiques jouent un rôle. Vous ne croyez pas, quand il faisait pyramide de tête, vous ne croyez pas qu'il sélectionnait à l'intérieur ceux qui étaient plus malins ou qui avaient la tête plus petite, n'importe quoi. Non, c'est au hasard, tout ça. Il y en a un qui était peut-être planqué dans sa cave ce jour-là parce qu'il était allé chercher quelque chose. Et donc, le rôle, l'idée de vouloir faire un sens à tout, qui nous est inaccessible. La seule chose que je trouve qui était
dites d'intelligentes sur l'évolution, c'est les gens les plus sages, bien entendu. C'est que qu'on trouve ça dans l'Iliade et l'Odyssée, ou dans la Bible, ou dans le Coran. C'est les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est pas la peine d'essayer de comprendre parce que on ne connaît pas tous les éléments, et donc c'est pas la peine de faire une théorie pour expliquer des choses dans lesquelles il nous manque tellement d'éléments. Vous voyez, regardez, moi, je pensais en 2000, je ne veux pas faire le malin, parce qu'il y a beaucoup de choses que je ne connaissais pas ou que je ne comprenais pas il y a 25 ans. Moi, je vraiment fait de la génétique à partir de l'année 2000, où j'ai fait, je ne sais pas quoi, le 5e ou le 6e génome bactérien. Mais à l'époque, quand il est sorti le génome, ce que les gens appelaient le génome humain, moi, j'ai mis des années à me rendre compte que ce n'était pas du tout le génome humain, c'était 1% du génome humain qui a été fait. Le grand triomphe de On connaît tout, c'était 1% du génome humain. Et le reste, on appelait ça junk DNA, du DNA poubelle, parce que quand on ne sait pas ce que c'est, on dit ça n'existe pas. Vous voyez, la négation, vous voyez, la négation, le réalisme aurait voulu dire déjà à cette époque, c'est quand même invraisemblable qu'il n'y ait que 1% du génome humain dont on sache à quoi il sert, ou dont on imagine qu'on puisse comprendre à quoi il sert, c'est-à-dire à faire des protéines. Et il y en a 99% qui ne servent pas à faire des protéines. On ne sait pas à quoi ça sert ce machin. Et donc, moi, mon hypothèse, parce que c'est mon métier, c'est que en réalité, c'est des parasites. C'est des gènes parasites. Et donc, vous avez une épidémie de gènes parasites. Et ça, on sait que c'est vrai, puisqu'on a des virus qui nous parasitent, nous, et qui, de temps en temps, rentrent dans notre génome et se transmettent aux générations. Il y en a un récent, hein, l'herpès virus 6, il doit avoir 3-4 siècles. Et donc, il y a 5% de la population mondiale qui a des séquences de ce virus dans son génome. Parce que, puisqu'ils ont le même langage, c'est pour ça que votre question initiale était très importante. Puisqu'ils ont le même langage, ils peuvent se mélanger. Vous voyez, c'est comme le métissage. Vous avez tant les gens qui étaient dans le nord de l'Europe. C'est pour ça que je vous dis à Marseille, on ne pouvait pas avoir la même théorie de l'évolution que Darwin. Les gens qui étaient dans le nord de l'Europe, dès qu'ils voyaient quelqu'un de bronzé, ils pensaient que c'était un sauvage, vous voyez, ou un descendant du singe, que c'était quelque chose, vous voyez, parce qu'ils ne pouvaient pas se marier avec, ils ne savaient même pas que ça existait. Tandis que nous, qui étions là sur le bord de la Méditerranée, on a toujours vu des gens de toutes les couleurs, et ça passait dans tous les Vous avez une sens. citation de, alors je dis ça de mémoire, je crois que vous citez Dumas à un moment dans votre livre en disant moi, je suis blanc français, enfin je suis mulâtre, mon père était noir et mon grand-père était un singe. Non, il dit voilà, mon père était mulâtre, mon grand-père était noir et mon arrière-grand-père était un singe. Et ça, il dit ça au moment où Darwin écrit son truc sur la descendance de l'homme. C'est-à-dire qu'il se pose la question de la fertilité des métis. Vous voyez, donc c'est intéressant, cette ignorance terrible, vous voyez, cette ignorance des gens. Parce que dans les Européens, n'en déplaise aux gens un peu nerveux qui s'imaginent qu'on est des descendants des Gaulois. Pas du tout des descendants des Gaulois. Nous, la France, c'est un lupanar invraisemblable. Tout le monde s'est baladé en France. Et ça continue maintenant, les types qui s'étonnent. Enfin, il faut vraiment avoir une notion d'histoire. Moi, je sais que la majorité de mes gènes vient des Vikings. Pendant très longtemps, mon père était sûr qu'on était des Bretons bretonnants. Ce n'est pas du tout le cas. On a été majoritairement descendants de ça. Mais si vous regardez, vous enlevez tous les flux de tous les gens qui sont passés dans ce pays, faut bien voir que les Arabes, ils sont montés pendant au moins 3 siècles dans le sud de la France quand même. Hein. Donc tout ça n'est quand même pas parfaitement original. Les Francs sont des Allemands qui nous ont envahis à un moment, qui ont envahi ça pendant un moment. Et puis voilà, tout ça n'a pas arrêté, n'a pas cessé. On est, nous, un carrefour. Alors, l'Angleterre un peu moins, mais l'Angleterre est un carrefour aussi entre les Celtes, les Romains, les Norvégiens qui eux aussi les ont attaqués. Tout ça, c'est des mélanges simplement. Et vous À... savez qu'une théorie veut que les Francs descendent eux-mêmes d'Ilion, donc de Troie. Vous parliez Oui, de oui, Troie oui. tout à l'heure. Après, On vient peut-être de là là-bas. aussi, oui, oui, mais là aussi, il y a si vous voulez, tout le monde, le mythe des origines, c'est un mythe très puissant, hein, donc de savoir d'où je viens, bien sûr. Moi, je le partage, donc je comprends bien. C'est bien c'est bien d'ailleurs, de serait-ce que pour avoir des modèles. Donc, c'est bien d'avoir des ancêtres ou de croire les avoir parce que ça crée des modèles de choses qui peuvent vous aider. Voilà. Donc, moi, je comprends ça très bien. Mais c'est Rome, c'est pareil. Les Romains disaient qu'ils descendaient des Troyens. Enfin, historiquement, c'est pas très clair, en tout cas. Par On peut pas Aîné, dire que ce soit clair. Hein. par Aîné, ils descendaient des Troyens. Oui, parrainé, mais c'est pas très clair. Oui, oui. Même César disait qu'il était descendant lui-même d'Aîné.
la famille Julia. Enfin, c'est pas sûr hein, quand même. Donc, c'est possible, mais c'est pas sûr. Voilà. Mais alors, c'est marrant qu'on arrive un peu à ce type de sujet. Là, vous dites le mythe des origines est quelque chose d'extrêmement important, évidemment, dans toutes les cultures et pour nous-mêmes, même de sa propre origine, de sa naissance. Et donc, pour la naissance de l'espèce et de l'humanité, c'est également important. Toutes les civilisations, toutes les cultures ont ce mythe de l'origine. Il y a quelque chose d'important aussi dans le mythe, c'est le mythe de la fin, vers là où on va. Il y a le départ et il y a l'arrivée, la destination. Vous avez une citation, il y a beaucoup de citations dans votre livre, hein, c'est vraiment passionnant. Vous citez Bernouf, on reste sur les dieux. Il dit les dieux s'en vont, c'est la fin de la République. Donc la République romaine hein, Ouais, qui a bien sûr. perdu ses dieux. Et on parlait de Popper tout à l'heure, que vous citez longuement également dans votre ouvrage. Et vous prenez cette distinction qui est établie par Popper entre la théorie scientifique et la religion, enfin, pour Popper, ce qui distingue les deux, c'est que la théorie scientifique, elle doit pouvoir être contredite. Il y a des éléments de contradiction à l'intérieur et pas dans la religion. Or, on a l'impression que la science d'aujourd'hui est devenue en quelque sorte la nouvelle religion, qu'on n'a plus le droit de contredire. Or, vous êtes un homme de la contradiction, vous êtes vous-même signe de contradiction, comme on a pu dire dans une autre religion justement. Et on a aussi l'impression que bah, ces dieux-là sont en train de s'en aller, que notre époque se retrouve un peu désenchantée. Je ne vais pas revenir au désenchantement du monde, hein, mais qu'elle perd un peu ses repères mythiques, en quelque sorte, voire mystiques, et qu'on se retrouve un peu nu dans cette époque, et que donc l'avenir semble incertain. Je ne sais pas ce que vous pouvez nous dire de cette ambiance un peu de ces dieux qui s'en vont et de fin de la République. Oh ben, si je vous étonnerais bien, je suis en désaccord avec la plupart des gens, plus rarement avec moi-même, mais ça m'arrive d'être en désaccord avec moi-même, je vous Donc, rassure. vous Mais disiez que sur ces... Baudelaire disait que ça devait être un droit de l'homme, le droit de se contredire soi-même. Bien sûr, bien sûr. Euh, et et c'est ce phénomène-là, qui est la disparition des religions, de la nôtre au moins, dans la chrétienté, en particulier du catholicisme qui recule d'une manière spectaculaire, et en particulier chez nous, on est le pays dans lequel il y a le plus d'athées au monde, a été remplacé effectivement par des tentatives d'explication finaliste du monde et causale, pas que finaliste, causale. C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que bien sûr, les humains sont terrifiés par l'avenir. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, moi ça m'amuse beaucoup, parce que les contradictions des autres m'amusent beaucoup. Vous n'avez qu'à voir tous les journaux mainstream qui disent ça c'est la science, ça c'est la science, et qui publient les horoscopes en même temps. Donc, vous voyez, c'est quand même, on voit bien que les hommes sont pas d'une rigueur intellectuelle extrême. Vous voyez, donc ce besoin de connaître l'avenir est quelque chose qui est naturel à l'homme. L'homme voudrait savoir ce qui va se passer pour lui et pour le monde dans lequel il vit, et puis éventuellement pour sa descendance. Et donc ça, c'est compréhensible. La deuxième chose, c'est maintenant, si vous éliminez tout ça, et donc ce qui a probablement fait le berceau du christianisme, c'est la disparition des dieux anciens. Donc quand il n'y a plus de dieux anciens, il faut bien remplacer ça par quelque chose, et ça se remplace par le christianisme. Au moins, on peut dire qu'il y a une synchronisation entre les deux. Mais il y aura un tâtonnement d'ailleurs. Il y a une importation d'abord des dieux égyptiens, comme vous savez, hein, et puis le culte d'Isis, etc. Et puis ensuite la chrétienté. Les dieux d'Orient, en réalité, les dieux qui vont venir d'Orient. Mais ce que dit Karl Popper, c'est très intelligent. Et il sera obligé de se renier, Karl Popper, parce que la plus puissante des religions va lui interdire. Il dit d'ailleurs, quand il parle du principe de falsifiabilité, c'est-à-dire on doit pouvoir contredire une théorie scientifique. S'il n'y a pas moyen de la contredire, c'est que c'est plus une théorie scientifique, parce que toute théorie scientifique a une durée de vie qui est limitée. Et donc, il dit, et il y a trois exemples de choses qui prétendent être de la science et qui n'en sont pas. C'est le marxisme, tu vois, c'est le matérialisme dialectique, c'est la psychanalyse, et c'est la théorie de l'évolution de Darwin. Et ça, il va être obligé de se rétracter sur le fait d'avoir dit que la théorie de l'évolution de Darwin était une religion, et que ce n'était pas de la science. Il va être obligé de se rétracter parce que c'est trop fort, c'est trop puissant.
Donc, moi, je me rappelle, en réalité, hein, quand j'ai commencé, moi, si vous voulez, je n'aime pas je suis comme Hegel, j'aime bien, je pense que la vie a besoin de héros. D'ailleurs, je pense que c'est un des problèmes de notre société, c'est qu'elle déteste les héros et que c'est une erreur. Il faut des héros pour incarner ce que Hegel appelait les ruses de la raison. La ruse de la raison, il faut qu'elle soit incarnée à un moment. Donc, lui, il disait ça à propos de Napoléon. Donc, il faut des héros. Et mais il ne faut pas des idoles. Il faut pas, moi, je suis comme mon maître Frédéric, je suis contre les idoles. Et donc, quand Darwin est devenu idolâtré, c'est-à-dire que quand on était au 150e anniversaire de sa théorie, on faisait des pièces de Darwin, on faisait des trucs, il y a une espèce de folie qui a pris. Et donc, pour moi, c'est un signe. Je ne crois pas que Darwin soit un dieu. Vous voyez, je le dis souvent, ce qui est une de mes phrases types, vous savez, chez les Romains, j'aime beaucoup la République romaine, il y avait, d'ailleurs, vous savez, si je porte une bague avec une tête de mort, c'est parce que les, on devait dire à quelqu'un qui avait une victoire, un triomphe, on devait lui dire, memento mori, souviens-toi que tu es mortel. Et ça c'est un memento, mori. Moi, j'ai eu au-dessus de mon bureau pendant 25 ans, la Roche-Tarpeienne est proche du Capitole. Donc, je sais ça. Il faut savoir ça. Donc, il ne faut pas prendre les gens qui ont une victoire, il ne faut pas les prendre pour des dieux. Et donc, quand on les prend pour des dieux, c'est qu'on a une dérive. On a atteint une dérive qui n'est pas raisonnable. Et c'est le cas de Darwin. Et donc, moi, je vois bien, quand j'ai commencé à parler de Darwin, c'était une hérésie ce que je faisais, c'était un sacrilège. Ce n'était pas admissible que je dise ça de Darwin parce que c'était l'objet d'une religion et que d'un côté, il y avait ce qu'on appelle les créationnistes, qui est bizarre d'ailleurs, parce que c'était plutôt des gens qui ne croyaient pas à la création, mais à la perpétuation, qui étaient ceux qui prenaient la Bible. C'est les protestants, ce n'est pas un combat qui existait vraiment chez nous, hein, le créationnisme, parce que chez nous, personne ne lit la Bible en réalité. Hein. Mais chez les protestants, c'est le truc de Luther, tout le monde en sait autant, il peut lire lui-même la Bible et se faire lui-même sa propre opinion. Il n'y a plus de médiateur entre le texte et vous. Et donc, si vous prenez la Genèse, vous dites que c'est tout vrai, ben, ça a commencé il y a 5000 ans, et puis il y avait Adam et Ève, et puis c'est comme ça. Et donc, si vous remettez ça en cause, vous êtes sacrilège par rapport à celui qui croit en ça. Ce qui est très amusant, c'est qu'au tout début de l'entretien, vous avez parlé d'Aristote. Et ce qui est drôle, c'est que les créationnistes d'aujourd'hui sont plus proches d'Aristote d'hier, alors que les darwinistes, en fait, ont plus une vision évolutionniste d'un monde qui change. Enfin, on a une sorte de renversement comme ça, cyclique des croyances, qui est assez drôle en réalité. Oui, c'est-à-dire que la grande, quand même, le 19e siècle est très profondément marqué, philosophiquement d'abord, hein, post-kantien, après Kant. Il est très, très marqué par la redécouverte de ce qu'on appelle les présocratiques, ce qui est une insulte parce qu'ils étaient contemporains, voire plus jeunes que Socrate. Hein. Mais c'est pour dire que Socrate créait un seuil, si vous voulez, dans lequel il y avait, on pense mal avant Socrate et puis on pense bien après Socrate. Ce que je ne crois pas, moi je ne crois pas du tout. L'explication moins Socrate que Platon d'ailleurs. Sous Socrate, on ne sait pas trop ce qu'il disait, et quand on lit ce que Platon en dit, ce qu'en dit Xénophon, on ne comprend pas que c'est la même chose quand même. Hein. Donc c'est l'interprétation de Platon, c'est-à-dire la rationalité, qui va être exagérée encore par, par Aristote, c'est-à-dire nous avons tous les moyens de comprendre comment ça marche, et quelque chose qui va amener, et qui est encore très, très, très profondément inscrit dans notre pensée. Hein. Une grande partie de la recherche biologique du XXe siècle est très, très aristotélicienne en réalité. Hein. C'est-à-dire, on peut faire du réduction ad integrum au laboratoire et appliquer ça à la vie humaine complexe dans les tribus du fond de la brousse. C'est pas vrai. Tout ça, c'est pas vrai. C'est du raisonnement ultime. C'est pas vrai. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça, de toucher à Darwin, c'est-à-dire de dire, c'était toucher à l'athéisme, en réalité, c'est toucher à la laïcité, puisque vous aviez d'un coup une religion de substitution qui pouvait être le darwinisme, et que le darwinisme était compatible d'ailleurs avec les autres religions, et comme si vous voulez, le matérialisme dialectique était une nouvelle religion. Il y a des lois
qui gouvernent. Alors, pour Marx, c'était les lois économiques et les relations de force entre les uns et les autres, dans lesquelles il y a des choses qui sont intéressantes. Mais ce n'est pas la seule loi qui gouverne l'évolution des humains, c'est une des lois. Et donc, c'est intéressant, chacun avait ses lois. Après, Freud, lui, c'était majoritairement le désir sexuel. Donc, c'est des choses qui participent à la vie des humains, mais on ne pouvait pas réduire toute l'évolution à quelques éléments de la vie humaine. Mais alors, vous évoquez Freud, vous savez certainement qu'en arrivant en bateau à New York, Jung témoigne qu'il aurait dit, il se fait acclamer dans le port de New York, et Freud aurait dit, ces imbéciles ne savent pas que nous leur apportons la peste. Alors, est-ce que Oui. vous, en laboratoire, vous avez pu identifier le bacille originaire de la peste psychanalytique? Non, 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 mais je connais très bien, enfin, je connais très bien, je connais très bien la psychanalyse parce que j'ai été environné de psychanalystes. Donc j'avais des débats qui ne manquaient pas d'intérêt, mais qui étaient toujours courtois et amicaux. Mon père était un psychanalyste très connu. Et ma Je, belle-mère. je ne résistais pas à la boutade. Je voudrais, on va finir cet entretien, vous êtes appelé à d'autres obligations. Je vous remercie encore d'avoir répondu à notre invitation sur Toxin. Je voudrais finir peut-être de manière plus légère, parce que, enfin, je l'ai dit, mais vraiment, votre livre est passionnant. Alors, il y a des éléments culturels un peu surprenants, moi, qui m'ont beaucoup fait rire. Enfin, on a parlé de Karl Popper, mais vous citez beaucoup de gens, Christopher Larch, Durkheim et d'autres. Et puis, on tombe aussi sur South Park. Par exemple, à un moment, vous parlez de South Park. Il s'avère que moi, j'ai une passion pour cette série, parce que justement, c'est une série qui met à bas les idoles et les religions de notre temps, alors avec une grossièreté énorme, mais presque rabelaisienne, si elle n'était américaine, mais bon, qui est souvent réjouissante. Alors, vous citez South Park, et j'aurais voulu utiliser ce biais un peu humoristique pour faire un détour avec vous sur justement la fin de ces mythes modernes là, qui sont cassés en partie par South Park, et vous soumettre une idée que j'ai eue en préparant cette émission, parce que je sais que vous êtes un lecteur un petit doigt m'a dit que vous étiez lecteur de science-fiction. Ah Euh, oui. et j'ai quand même l'impression que notre époque qui perd ses mythes, ses contes. Avant, on avait l'Iliade et l'Odyssée, on avait la magie, on avait les dieux, on avait les contes, on avait les fées dans les forêts, on avait les gnomes, les lutins, les elfes. Cette magie-là semble être partie, et j'ai l'impression qu'il reste une littérature, il reste un domaine où on est encore capable d'inventer, d'aller dans ces marges de l'imagination et du monde. C'est la science-fiction qui dit énormément du monde et peut-être de l'avenir, parce qu'il y a un sujet euh, qui nous intéresse tous en tant qu'être vivant, bah, c'est ce qu'on sera demain, c'est ce que seront nos descendants. D'ailleurs, vous dédiez votre livre à ceux qui vont venir après nous. Et j'ai l'impression que cette marge-là culturelle, elle arrive encore à dire quelque chose. Est-ce que c'est votre avis également? Ah oui, si vous voulez, je pense. Oui, je pense que nous n'avons pas tous les mêmes sens, la même perception du monde, bien sûr, on est tous différents. Hein. Donc moi, j'ai la mienne, qui est comme elle est, mais je pense qu'il y a des gens qui perçoivent, qui ont des sens, qui perçoivent autre chose. Moi, je suis fasciné par le côté chamanique des poètes, par exemple. Il y a quelque chose de chamanique chez les poètes. Il y a des poètes qui voient des choses que nous ne voyons pas et qui les voient arriver. Et alors, dans la science-fiction, c'est spectaculaire. Moi, je trouve que le plus spectaculaire de tout, c'est Philippe Dick. Si vous lisez Simulacre de Philippe Dick, mon Dieu, on est en plein dedans. Je ne vois pas le titre. Enfin, Je le montre, Simulacre de Philippe Cadic. ah ben, on est en plein dedans. On est en plein dedans. On est dedans avec une présidente qui est un hologramme, des ministres qui tournent et qui n'ont. On est en plein dedans. Et dedans, le rebond, vous savez que le rebond de Simulacre, ça a été ce livre merveilleux de Baudrillard qui est Simulacre et Simulation, Simulacre et simulation, absolument. qui est extraordinaire, et dont un des rebonds, parce que tout ça rebondise, un des rebonds ultérieurs a été Matrix quand même. Dans Oui, et Matrix, d'ailleurs, il y a donc Simulacre et il y a le simulation livre de dessus. Il y a le Baudrillard livre dessus. qui Il y a est le livre intégré dessus. dans l'image de Matrix, Bien sûr, absolument. bien sûr, bien sûr. Et donc, Et dont l'un des thèmes est d'ailleurs que l'humanité serait une sorte de virus. On revient à vos propres
Et donc, sujet, hein. il y a en particulier chez Philippe Dick, moi c'est celui que je trouve le plus troublant, si vous voulez, chez Philippe Dick, ou même, si vous voulez, chez Asimov dans Fondation, si vous voulez, la tentative de prise de pouvoir et de prédiction du monde du tertiaire, si vous voulez, à travers des modèles mathématiques, ça ressemble férocement à Fondation quand même, hein. Donc, on peut tout prédire, on peut tout prévoir, y compris les phénomènes aléatoires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, Asimov le détruit en ajoutant le chaos. Je ne sais pas si vous avez lu Fondation, mais le chaos, c'est le mulet. Et donc, le mulet va introduire un événement chaotique qui n'a pas été prévu par les psychomathématiciens, là, et que donc, on ne peut pas tout prévoir. Et en particulier, on ne prévoit pas le chaos. Donc, je suis d'accord que les gens qui ont la réflexion la plus intéressante sur l'évolution de notre monde, mais c'est un truisme de dire ça parce que vous avez Brave New World d'Aldous Huxley, puis vous avez 1984 d'Orwell, La ferme aux animaux, vous avez après Philippe Dick et Asimov. Ben, bien sûr, c'est là que se trouve une grande partie de la réflexion sur l'homme. C'est là-dedans que ça se passe, c'est la création des mythes nouveaux, parce que les mythes nous expliquent beaucoup plus, pardon, que la presse quand même, hein. Les mythes créatifs, la créativité nous explique beaucoup plus que l'actualité, que la pseudo-actualité, qui elle alors a atteint des degrés qui sont inquiétants. Et est-ce que vous connaissez, j'en profite pour amener ça à la connaissance de nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas, de Frank Herbert, Destination vide chez Robert Laffont. Oui, On voit mal, et alors je prends ce livre parce qu'il finit également, alors par la création d'un ordinateur d'où émerge une forme d'intelligence artificielle. Et le dernier mot de cet ouvrage, c'est cette intelligence artificielle donc, qui prend conscience et qui communique avec les hommes et qui dit aux hommes, il est temps maintenant, il faut décider de quelle manière vous allez me vénérer. L'intelligence artificielle voilà, qui se prend pour Dieu, je trouve que dans ce monde où les dieux sont partis, ils peuvent peut-être revenir d'une manière comme ça, qui est peut-être prédite par ces nouveaux conteurs, par ces nouveaux mystiques, peut-être que sont les auteurs de science-fiction. En tout cas, oui, c'est des inventeurs de mythes et qui, de temps en temps, se révèlent plus proches de la réalité que ce que les... En tout cas, moi, je n'ai aucune confiance dans les pseudo-scientifiques qui essaient de prédire l'avenir, qui se trompent tout le temps, parce qu'encore une fois, on peut pas ne pas se tromper quand on ne connaît pas tous les éléments en place. L'idée, si vous voulez, un des vrais points majeurs, il y a quelques points majeurs sur lesquels il faudrait revenir. Le principe de la causalité unique est un drame d'une bêtise effrayante. C'est pas vrai. Moi, je regrette de dire ça. C'est mon maître Pasteur qui a commencé avec les microbes. Mais il y a pas, ça n'existe pas, la causalité unique. Ça dépend de tout, du terrain, de l'environnement, du froid, du chaud, etc. Et qui sont une partie des choses qu'on n'arrive absolument pas à comprendre, vient du fait qu'on est borné par l'idée de la causalité unique. Et donc, ça, c'est un véritable problème. Vous voyez bien tout le déconnage sur les causes du cancer. Si vous voulez, toutes les semaines, il y a une nouvelle cause du cancer. Et bien entendu, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que tout ça est le résultat de phénomènes multifactoriels, dont une partie qu'on ne connaît absolument pas, qui nous est inconnue actuellement parce qu'on n'a pas encore les moyens, donc qu'on les aura peut-être jamais, de maîtriser l'ensemble des éléments. On ne sait pas. Voilà. Donc, la causalité unique, ça n'existe pas. Et quand on croit que ça existe, on est très déçu parce que quand on a les expériences à poster, je vais vous donner un exemple qui m'amuse beaucoup. J'aime beaucoup, vous savez, les gens qui sont les gens qui sont très sûrs, les gens de la santé publique sont obligés d'être très sûrs parce que comme ils prennent tout le monde pour des imbéciles, ils sont obligés de leur donner des langages très simples. Ils savent déjà qu'ils sont faux au moment où ils les donnent. Mais il y en a un qui est très intéressant. C'est un moment, moi je sais que le tabac c'est très mauvais. J'ai fait un infarctus en fumant à l'époque où je fumais 4 paquets de cigarettes par jour, de stress et de tabac. J'ai arrêté, je ne fume plus, je suis contre le tabac, je pense une horreur. Mais de là à dire que le tabac est responsable de tout, comme causalité, ça n'est pas raisonnable. Et en particulier, tous ces statisticiens qui font des modèles extrêmement complexes, en réalité, tout ça, vous déterminez le résultat avant de faire l'opération. Donc, vous gagnez tout le temps, ce qui est très différent de la découverte, qui est toujours une surprise. Les choses qui sont importantes, c'est toujours une surprise. C'est jamais prédit, jamais prévu. Mais en tout cas,
on clamait partout, et ils clament toujours, hein, c'est toujours, vous pouvez regarder sur le cercle de l'Inca, ils marquent toujours, hein, que le cancer de la vessie est un cancer qui est lié à la nicotine, au tabac. Mais il s'est passé une révolution avec le tabac. C'est passé une révolution qui est très intéressante, c'est qu'il y avait un biais terrible sur le tabac, c'est qu'il n'y avait que les hommes. 90% de ceux qui fumaient étaient des hommes. Et donc, il y avait plus de cancer de la vessie chez les hommes que chez les femmes. Puis les femmes sont mises à fumer. Maintenant, les femmes fument autant que les hommes. Mais il n'y a pas plus de cancer de la vessie chez les femmes. Donc, c'est pas vrai. Et il n'y a pas beaucoup moins de cancer de la vessie chez les hommes alors qu'ils fument beaucoup moins. Donc, c'est pas vrai. C'était juste une coïncidence avec un modèle mathématique qui le prédisait. Et au contraire, moi, j'ai une autre théorie à laquelle je crois encore, donc qui n'est pas démentie, c'est que la grande différence entre les hommes et les femmes, je vous explique ça comme ça, vous comprendrez peut-être un peu mon raisonnement. La grande différence entre les hommes et les femmes, pour ce qui concerne la vessie, c'est que les femmes, d'ailleurs, elles protestent actuellement, vous avez remarqué qu'elles protestent que les toilettes ne sont pas adaptées aux femmes parce que les femmes vont 3 fois plus aux toilettes que les hommes. Et donc, je mettais une pour homme, une pour femme, les femmes font la queue et les hommes ne font pas la queue, ce qui est injuste. Donc, il faudra changer la structure de ça. Mais les femmes, surtout, font énormément de cystites. C'est extrêmement commun, elles en font plusieurs dans leur vie. Et donc, elles ont des bactéries qui se multiplient dans la vessie de manière très régulière, très récurrente. Et ce qui est très intéressant, c'est que un type qui était génial, s'appelait Maté, avait commencé à faire le premier à avoir fait de l'immunothérapie dans le cancer, qu'on fait toujours, c'est pour traiter le cancer de la vessie. Avec quoi? Avec le BCG. Et donc, on traite le cancer de la vessie en y injectant des bactéries. Et les femmes qui ont beaucoup plus souvent de bactéries dans la vessie que les hommes font beaucoup moins de cancer de la vessie. Et je pense que ce n'est pas déraisonnable de faire là un lien de causalité. C'est que la multiplication des infections urinaires chez les femmes la préserve des cancers de la vessie que les hommes n'ont pas. Les hommes ont très rarement des infections urinaires, mais ils font des cancers. Vous voyez, la vie est compliquée, ce qui vous fait que vous ne pouvez pas dire exactement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon avant d'avoir un peu réfléchi. Ouais. Mais au moins, on a un élément qui nous permettra d'établir une contradiction sur cette théorie, ce qui en fait une théorie scientifique, si j'ai bien compris. Oui, bien sûr. Non, mais après, d'ailleurs, une fois qu'on a dit ça, il faut voir quels sont et analyser. Mais il y a des gens, moi j'ai lancé des amis qui sont cancérologues sur ce travail et qui sont enchantés et qui travaillent beaucoup dessus. Il faut voir quelles sont les bactéries qui sont éventuellement associées à une prévention du cancer. Il y a maintenant des études immunologiques qui sont en cours qui montrent que c'est assez plausible. Cette analyse-là, qui est une analyse au départ qui est épidémiologique, mais brutale, il ne s'agit pas de. Il n'y a pas 2-3%. Les femmes ne font pas de cancer de la vessie, les hommes en font. Et c'est plus le tabac qui peut expliquer ça. Et d'ailleurs, il y a un vrai truc avec le tabac qui est très étonnant, c'est qu'on pensait que les cancers du poumon allaient diminuer beaucoup plus spectaculairement que ce qu'ils font. Là, on est à un plateau des cancers du poumon chez l'homme. Hein. Donc il y a un truc qui. Alors que le cancer du poumon chez la femme a augmenté d'une manière très très spectaculaire quand elles ont commencé à fumer. Donc pour le cancer du poumon, on sait que c'est vrai, ça explique une partie importante des cancers du poumon. Bien sûr, chez les hommes ça diminuait, chez les femmes ça montait, et ça c'est synchrone de la consommation de tabac. Mais ça, je le comprenais. Vous voyez, les choses très simples, je les comprends. Je n'arrive pas à comprendre les choses où il y a besoin d'un modèle mathématique. Donc, vous me dites que vous attrapez ce truc-là qui fume, qui brûle, qui vous fait tousser et qu'au bout de 20 ans de ça, vous avez un cancer. Je le comprends bien. C'est un truc, ça atteint mon degré de compréhension. Mais si vous me dites que ça fout des cancers de la vessie, j'ai un doute. Vous voyez, je ne suis pas sûr. Je suis pas convaincu que ce soit aussi simple que ça. Et donc, comme les humains sont complexes, je ne crois pas non plus que ceux qui fumaient étaient les mêmes que ceux qui fumaient pas. Mais c'est multifactoriel. Vous ne pouvez pas dire, voilà, les gens, je le trouve les mêmes dans les gens qui. Je lisais une étude récemment pour les gens qui remettent en cause toutes les vaccinations, sur lesquelles je pense qu'il faut être prudent. Il y a des choses qui ne sont pas raisonnables, des choses qui sont raisonnables. Ils disent, écoutez, maintenant, on est en train de voir que chez les autistes, il y a moins de vaccinés que chez les non-autistes. Mais dire qu'aux États-Unis, les parents d'autistes qui n'ont pas voulu vacciner leur enfant ont élevé leur enfant de la même manière que ceux qui les ont vaccinés, c'est une hypothèse. C'est pas sûr. Vous ne pouvez pas dire que c'est les mêmes populations. Ceux qui ont refusé le vaccin et ceux qui ont voulu le vaccin ne sont pas les mêmes populations. Donc, vous ne pouvez pas dire que la seule chose qui est changée, c'est le vaccin. Et donc, toute cette idée de la causalité, c'est qu'il y a un élément tout seul. Et vous ne tenez pas compte de l'environnement, moi, j'en sais rien. Ce qu'on leur mangeait, s'ils faisaient bio, s'ils ne faisaient pas bio, s'ils mangeaient de la viande, s'ils ne mangeaient pas de la viande. Tout le reste qui allait avec le refus de la vaccination,
qui étaient en particulier dans l'époque des New Age, parce qu'il faut voir que ceux qui étaient contre la vaccination, avant, c'était les gens de gauche New Age de la Californie, que ça a basculé maintenant, c'est les plus féroces défenseurs de la vaccination, parce que tout ça, c'est pas de la science, c'est quand même de la religion. Hein. Et vous savez comment ça a tourné, ça? À quel moment ça a tourné, le truc de la vaccination, entre la gauche et la droite, aux États-Unis? Non, vous ne savez pas? Ah non, C'est génial. C'est la découverte, le vaccin contre le papillomavirus, dont au départ, les gens disaient que ça va être le vaccin contre le cancer du col de l'utérus. On savait que le cancer du col de l'utérus, les Italiens qui avaient découvert ça au 19e siècle, était une UMST. Ça venait d'une UMST parce qu'ils avaient comparé un couvent avec les femmes environnantes, et dans le couvent, ils n'avaient jamais de cancer du col de l'utérus, alors qu'il y en avait dans le truc. Une des différences majeures entre les unes et les autres, quand même, c'était leur nombre de partenaires sexuels. Et donc, très bien, on trouve des virus associés à ça, il y a un vaccin qui se fait, et donc ce vaccin, quand il est promu aux États-Unis, les conservateurs étaient très hostiles. C'est au moment où il y avait le retour du mouvement Vierge au mariage, mais attendez, vous faites la promotion de la sexualité des jeunes filles en les protégeant contre une MST, et donc c'est très mauvais. Et donc, du coup, eux qui étaient pour les vaccins en général, les conservateurs, ont commencé à être contre les vaccins. Et les New Age qui étaient contre les vaccins. À ce moment-là, quand il y a eu un vaccin pour la liberté sexuelle, ils y sont devenus à fond pour les vaccins pour la liberté sexuelle. Et donc, ça a changé, si vous voulez, le phénotype des pour et des contre le vaccin, à cause du fait que, bien entendu, ça touche à une chose qui est extrêmement importante dans nos croyances, dans nos religions et dans nos comportements, qui est la liberté sexuelle ou pas. Et donc, c'est la pratique de la liberté sexuelle ou pas. Et donc, c'est très intéressant de voir. De la même manière, moi, je vous assure, quand j'étais au ministère, dans les années 2000, les gens de gauche du ministère étaient férocement hostiles à la vaccination généralisée. Vous savez que c'est eux qui ont lancé le truc de l'hépatite B, la sclérose en plaques. Et puis là, ils sont devenus férocement pour. Si vous voyez, on vous traite d'assassin si vous ne voulez pas faire un vaccin. Donc, tout le monde voit que le Covid n'a pas été franchement éliminé après 20 milliards de doses, quand même. Donc, c'est très intéressant de voir qu'effectivement, la science et l'application de la science, c'est une question, il y a une question de croyance qui est majeure, qui n'est pas marginale, qui est majeure. Ce que je trouve rassurant dans ce que vous dites, c'est dire notamment sur l'absence de monocausalité et dans ce chaos en fait permanent, c'est que ça laisse une petite marge à la liberté tout de même. Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui, bien sûr. Donc c'est pas, si vous voulez, les choses sont pas sujet, verbe, complément. Moi, j'ai passé, si vous avez le temps de le faire, j'ai créé une chaîne que j'ai appelée Ça, c'est la science, dans laquelle j'explique quels sont les prolégomènes de ce que je pense être la pensée scientifique, et qui devraient être modifiés, qui ne le sont pas encore, qui devraient être modifiés par la pensée, si vous voulez, initiale des Grecs de l'Est, hein, en particulier du fait que l'homme est la mesure de toute chose, qui est un mot de Protagoras. Et donc, si vous concevez ça, et moi j'explique ça longuement, que 1 et 1, ça ne fait pas 2, la plupart du temps, 1 et 1, vous savez ce que ça fait? Ça fait 3 souvent. Non, la plupart du temps, ça fait 10. Tout ce qu'on est en train de regarder, là, c'est basé sur l'algèbre de Boole, dans lequel il y a 1 et 0. Donc, vous ne pouvez pas avoir, il n'y a pas de 2. Donc, 1 et 1, ça fait 10. Ça ne fait pas 2. Dans la plupart des langages que nous connaissons, 1 et 1 font 10. Alors, vous ne connaissez pas le langage que vous utilisez sur un ordinateur. C'est pour ça que vous ne savez pas. Mais 1 et 1, ça fait 10 la plupart du temps. Et donc, vous savez bien qu'il n'y a pas que le système métrique dans la vie. Hein. Le système par 12, les mois, c'est par 12. Il y a le système par 24, 24 heures. Il y a le système. Donc, il n'y a pas qu'une manière de mesurer les choses. Et donc, si vous voyez que les notions aussi basiques que ça, c'est-à-dire la mesure de base, si vous voulez, c'est extraordinaire. La température, par exemple, si vous avez, c'est intéressant. Je ne crois pas du tout aux prédictions en général. Alors, donc, je suis mal vu parce que je ne crois pas aux prédictions. Et ensuite de ça, je ne crois pas aux modèles. Alors, ça fait une deuxième chose. Donc, si vous regardez la température, si un jour ça vous intéresse de comprendre la température, il y a deux choses qui m'intéressent dans la température. Qui montre d'ailleurs que jamais personne ne revient en disant je me suis trompé. C'est le truc de Al Gore pour le prix Nobel. Je trouvais que c'était gonflé de faire des prédictions de cette nature. Mais ça vaut le coup de réécouter son discours et de regarder un site très simple que je vous conseille de regarder, parce que ça c'est vrai, il n'y a pas de modèle scientifique. Hein. C'est la photographie de la couche glaciaire et son évolution dans le temps de l'Arctique et de l'Antarctique. C'est très intéressant. Moi je regarde ça au moins une fois par mois. Vous regardez Arctic Ice Sheet
daily. Donc, il regarde ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous savez, depuis 10 ans, ça n'a pas du tout bougé. Hein. Pour dire la vérité, depuis 11 ans, c'est toujours pareil. Hein. Même si vous lisez dans tous les presses, ça change. Mais alors, mais la Terre, comment on mesure? On ne peut pas mesurer la température de la Terre. Ça n'a pas de température, la Terre. Il y a 36 températures sur la Terre. Mais c'est plus que ça. Donc, ça va Si on met dépendre. le thermomètre sous son aisselle, un Bien gros sûr. thermomètre. Et exactement. Et si vous multipliez les thermomètres dans les villes qui sont plus chaudes que les campagnes, eh bien, vous avez une augmentation de la température. D'accord. Mais si vous avez même, moi, c'est un débat que j'ai eu beaucoup avec mon épouse, qui n'a pas la même, ce qui est banal, qui n'a pas la même sensibilité à la température que moi, eh bien, j'ai commencé à mettre un thermomètre pour qu'on se mette d'accord. Mais quand j'ai mis un thermomètre, je me suis rendu compte, bien sûr, que si je mettais 3 thermomètres dans la même pièce, ils ne mettaient pas la même température. D'accord. Donc j'ai bien compris que quand on me disait, vous savez, à Marseille aujourd'hui il fait 20 degrés, c'est des bêtises qu'on me raconte, mais c'est pas vrai, c'est pas 20 degrés, c'est pas possible. Il y a 20 degrés là, 22 là, 24 là, 17 là. Ça dépend de l'ombre, du soleil, de la maison, de trucs. Maintenant, ils sont en train de dire que les voitures noires réchauffent les villes. Vous n'avez pas lu ça? Non, c'est extraordinaire. Comme elles accumulent la chaleur, donc il fait plus chaud si vous êtes à côté d'une voiture noire que pas une voiture noire. Donc, ce ne sont pas des données, si vous voulez, fixes. Vous pouvez dire il y a un truc qui est vrai et la température de la Terre n'est pas la même au pôle Nord, à l'équateur, tout ça. C'est pas vraiment, on ne peut pas vraiment mesurer ça. Et donc, mais comme l'homme est la mesure de toute chose, il peut inventer n'importe quelle mesure. C'est juste une question de répétition, d'argent, de coûts financiers, de financement des recherches là-dessus, qui fait que vous arriverez à des résultats où vous ne l'arriverez pas. Et puis, si vous vous opposez à ça en étant, quand même, me rappeler qu'Allègre, c'est un géologue, c'est-à-dire c'est les gens qui connaissent le mieux l'histoire de la température. Puisque c'est eux qui regardent les carottes qui peuvent déterminer quelle était la température au cours des siècles, au cours des millénaires. Quand il a osé dire que c'était pas, lui, il trouvait que c'était pas plausible. Enfin, ce qui lui est arrivé, c'est un bon exemple d'ailleurs pour moi. Je le respecte beaucoup, bien que je me sois moins disputé vraiment avec lui, mais pour d'autres raisons. Mais ce qu'on lui a fait est absolument inouï, hein, parce qu'il n'avait pas le droit de pas être d'accord. Là aussi, c'était devenu une religion, si vous voulez, de la malédiction, et donc de la malédiction divine des hommes qui sont en train de détruire la Terre. C'est vrai qu'ils détruisent la Terre, hein, par ailleurs. Mais cela étant, c'est pas sûr que ce soit comme ça, que ce soit le pire. Moi, je pense que c'est la biodiversité qui est le pire. Hein. Eh bien, et on arrive à la fin de cette émission. Je crois que vous êtes appelé à d'autres obligations, monsieur le professeur. Je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Si vous le voulez, j'ai le grand projet qu'on fasse bientôt une émission sur science et science-fiction. Donc, si vous voulez, je pourrais peut-être vous appeler avec un ou deux autres pour qu'on fasse une émission là-dessus. Pourquoi pas? On verra. Pourquoi pas? Et je rappelle vos deux derniers livres, L'école case de l'histoire avec Michel Drancourt et Homo Chaoticus, pardon, les deux chez Michel Lafon. Merci beaucoup, monsieur le Merci. professeur, Au et à revoir. très bientôt. Au revoir.